Voici une publication du portail swahilsephardi.org. Alors, aujourd'hui, on plonge dans une histoire vraiment fascinante et pour beaucoup totalement inconnue, celle du rabbin Isaac Abandana. Et vous allez voir, son nom est lié, de façon assez incroyable, à l'une des universités les plus célèbres du monde, Cambridge. Et ça nous amène directement à la question qui plane sur toute cette histoire, une question un peu folle. Est-ce qu'un rabbin, en plein XVIIe siècle, aurait pu être le professeur d'Isaac Newton ? Oui, c'est Isaac Newton. C'est une idée incroyable, suggérée par certaines sources, même si, soyons clairs, on n'a pas de preuves formelles. Bon, pour démêler tout ça, voilà comment on va procéder. D'abord, qui était ce rabbin ? Ensuite, on va regarder le contexte de son arrivée en Angleterre. On parlera de sa mission, de son travail le plus important, et enfin, de ce qui nous reste de lui aujourd'hui. Alors, allons-y. Première partie, un rabbin à Cambridge. Qui était donc cet homme ? Isaac Abandana donc. Il est né en Espagne autour de 1640. Et son parcours, pour l'époque, est juste bluffant. Imaginez, il part faire sa formation de rabbin à Hambourg, en Allemagne, et ensuite il file à Leyde, aux Pays-Bas, pour étudier la médecine. Ça vous donne une idée du personnage, hein. Une soif de savoir assez phénoménale. Et attention, le talent, c'était de famille. Son grand frère, Jacob, était lui aussi un rabbin très connu, très respecté. C'est lui qui a traduit le fameux Kuzari en espagnol. Bref, on peut dire que chez les Abendana, l'étude, c'était du sérieux. Maintenant, pour bien comprendre pourquoi et comment il arrive à Cambridge, il faut qu'on fasse un petit saut dans le temps. On va se pencher sur le contexte en Angleterre parce que c'était une période vraiment charnière, un tout nouveau chapitre pour le judaïsme anglais. Regardez bien ces dates, c'est vertigineux. 1290, expulsion des Juifs d'Angleterre. Et il faut attendre 366 ans. 3 siècles et demi. Ce n'est qu'en 1656, avec Oliver Cromwell, qu'ils ont l'autorisation de revenir. Et ça ne traîne pas. Dès l'année suivante, les pionniers séfarades achètent un terrain pour un cimetière. C'est un symbole fort, le début d'une toute nouvelle histoire. Mais attention, ce retour est complexe. C'est un vrai paradoxe. D'un côté, la communauté est soumise à des règles très strictes. Pas le droit de prier en public, interdiction formelle de convertir qui que ce soit, mais de l'autre côté, dans les universités, dans les cercles intellectuels, c'est l'effervescence, il y a une curiosité immense, un engouement pour l'hébreu, pour la littérature rabbinique. C'est un contraste assez saisissant. Et c'est pile dans ce contexte si particulier qu'arrive notre Isaac Abendana. Il va trouver là sa mission, en quelque sorte. Son but, utiliser le savoir pour jeter des ponts, pour connecter le monde chrétien et le monde juif. Et pour illustrer sa détermination, son premier gros chantier est juste énorme. 30 ans. Vous entendez, 30 ans de sa vie consacrés à traduire la Mishnah en latin. La Mishnah, c'est un monument, le cœur de la loi orale juive. Et il l'a traduit en latin, la langue des savants, pour la rendre accessible aux universitaires européens. Et comme si ça ne suffisait pas, son deuxième projet est tout aussi historique. Il va écrire le tout premier livre, je répète, le tout premier livre qui explique le judaïsme, mais cette fois directement en anglais. C'est une première absolue. Et il faut bien comprendre qu'il ne faisait pas ça pour rien. La source le dit bien, il y avait une demande, une véritable soif de connaissances. L'intérêt pour la culture juive dans le monde non juif à cette époque était immense. Abendana, lui, il était là pour apporter des réponses sérieuses, académiques. Alors, parlons-en de ce fameux livre. Le titre complet est un peu à rallonge, accrochez-vous, Discourses of the Ecclesiastical and Civil Polity of the Jews. Bon, en gros, l'idée était simple, offrir une porte d'entrée, une introduction complète et rigoureuse au judaïsme pour un public qui n'y connaissait rien. Et attention, on ne parle pas d'une petite brochure, hein. Regardez juste ce qu'il y a dedans. Il aborde tout. Le système juridique, avec la loi orale, le Sanhédrin, la Tzedaka, cette idée de justice sociale, l'organisation des prêtres, la liturgie, les prières, le fonctionnement des académies, les fameuses yeshivot, le calendrier, les fêtes. C'est incroyablement complet. C'est une œuvre d'une richesse folle. La question qu'on peut se poser, c'est, d'accord, c'est super pour le XVIIe siècle, mais aujourd'hui, est-ce que ça a encore un intérêt ? Eh bien, la réponse pourrait vous surprendre. Son héritage est loin d'être mort. D'après le rabbin Yosef Bitton, qui est à l'origine de l'article qu'on analyse, ce livre reste, je cite, une extraordinaire introduction au judaïsme. Et pas seulement pour les non-juifs. Il dit que même pour beaucoup de juifs aujourd'hui, c'est une lecture essentielle. Ça, c'est la définition même d'un classique, non ? Et tout ça, ça nous laisse avec une dernière pensée. L'histoire d'Abendana, c'est l'histoire d'un passeur. Un homme qui a bâti des ponts avec des livres. Et ça fait réfléchir. Combien d'autres histoires comme la sienne,
Combien d'autres de ces passeurs de savoir dorment encore dans les archives, attendant simplement qu'on vienne les raconter? Pour les sources utilisées ici, la référence principale vient de l'article lui-même sur le site aladja.org. Et pour la vérification du contexte historique, on a croisé avec les archives de l'Université de Cambridge sur les spécialistes de l'hébreu au XVIIe siècle et aussi avec l'ouvrage de référence de Cecil Roth et History of the Jews in England. Voilà, c'était une analyse basée sur une publication du portail seuilsephardi.org. Merci et à très bientôt.